Salut une bande. Ce que je vais te dire n'est pas une vérité en soi. Et en plus, j'ai un vrai parti pris là, pour le coup. Alors on me reproche parfois de faire trop de contenu sur mon courant de pensée, qui est plutôt un courant de partage. Là, je vais vous parler quand même d'un courant qui est vraiment l'opposé de ce que je pense. Et donc, on pourra plus me taxer de partisianisme. Je vais parler de la Première Guerre mondiale, de la crise de 29 qui s'en est suivie, de la Troisième République qui est assez instable en fait. C'est une république où le moindre coup d'aile de papillon peut la faire basculer, comme l'affaire Stavinsky par exemple. Donc voilà, on est dans un contexte de crise économique et pas simplement, et de montée du prolétariat, des forces syndicales, appuyées par des partis politiques comme le Parti communiste français et la SFIO. On s'approche doucement du Front populaire, mais là on est en février 34. Beaucoup de mouvements nationalistes se rendent compte depuis quelque temps que le fascisme, le national-socialisme sont en train de monter en Europe. C'est le cas en Italie, en Espagne, au Portugal, en Allemagne évidemment. Et donc il y a un grand courant qu'on va appeler nationaliste, mais qui en réalité cache bien d'autres choses, qui est en train de monter. Et puis en France, il y a une sorte de village gaulois, prolétaire, qui est en train de s'imposer dans les structures dirigeantes, par les syndicats, je l'ai dit, par le Parti communiste, par le Parti communiste français et par la SFIO, enfin ce qu'on appelait les radicaux, le parti radical de l'époque. C'était la grande tendance de la Troisième République, une politique plutôt sociale, mais bon, c'est l'entre-mou du socialisme, on va dire. Et donc, c'est vu d'un mauvais œil par les royalistes de l'Action française. C'est pas les seuls, mais je vais vous amener vers quelque chose d'assez intéressant à mes yeux. Et donc l'Action française et toute la mouvance nationaliste, royaliste, fasciste, il faut pas avoir peur de mots, c'est vraiment un courant fasciste, ouvertement affiché comme tel, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils sont anticommunistes évidemment, antiparlementaristes, anti-sionistes, anti-sémites, anti-juifs, anti-maçonniques, par la force des choses, parce que pour eux tout ça est lié. Et voilà, il faut sauver la patrie France qui est aux mains du vilain ouvrier. Alors qu'est-ce qui se passe en février 34, toute cette mouvance qu'on appellera la cagoule. La cagoule, c'est toute cette mouvance d'extrême droite française qui souhaite balayer en gros la Troisième République pour simplifier les choses, mais aussi installer un fascisme, c'est le but. Alors ces gens-là essaient de renverser, en février 34, essaient de renverser la République. Ils n'y arrivent pas pour des raisons un peu obscures. Ils attendent l'ordre de leur grand chef, qui s'appelait Deloncle, je crois. Et cet ordre n'arrivera jamais, donc le soir, ils rentrent chez eux. S'en suivra une grande rafle. On se percevra que des caches d'armes existent de partout en France, des armes fournies par le régime nazi, enfin par le régime qui deviendra nazi, par Mussolini, par les franquistes, par les salazaristes du Portugal. Voilà, en contrepartie, il y avait des rendus de monnaie de pièces. Mussolini fournissait par exemple des explosifs à ces gens-là, et eux en contrepartie allaient assassiner des opposants au régime moussolinien. Il y a en particulier un gars de la cagoule, du MSR, Mouvement Social Révolutionnaire, qui est l'affiche politique, mais c'est un truc très très organisé en fait, un mouvement social révolutionnaire. Il y en a qui s'occupent du recrutement, d'autres du renseignement, d'autres. Enfin, c'est une structure très très solide. Ça représente beaucoup de monde en réalité. Il y avait par exemple dans le renseignement un réseau de pharmaciens et de médecins qui filaient des renseignements au deuxième bureau justement du MSR. Donc voilà, c'était très très structuré. Pour arriver à ça, il a fallu quand même avoir des finances, et ça va être le cœur de ce contenu. Eh bien, le MSR a été créé par le fameux Deloncle dont je vous ai parlé, mais aussi par un type qui s'appelait Schuller, Eugène, je crois, de son prénom. Je vous dirai qui c'est ce monsieur par la suite. Eugène Schuller, donc, est je peux dire déjà que c'est un grand patron français, il fait partie des 200 familles. Il faut savoir que tout ce mouvement d'extrême droite en France, de fascisme, a été soutenu largement par les 200 familles les plus riches, justement pour contrer le prolétariat qui montait, qui prenait du pouvoir. Donc ces 200 familles, il y a eu un type très impliqué qui s'appelait Eugène Schuller, et ce gars-là a financé, grâce à ses industries, tout le mouvement d'extrême droite fasciste français. À tel point que tous ces gens-là vont combattre le Front populaire, évidemment,
tout en soutenant la montée d'Hitler en Allemagne, et Mussolini en Italie, et Franco en Espagne, et Salazar au Portugal. Enfin voilà, c'est la même grande famille. Hein. Donc, le financement est très important, la création du MSR est très importante, et à partir de là, je vous expliquais qu'il y avait un gars comme Fillol, un des bras droits de Deloncle, qui a été l'acteur de l'attentat contre Léon Blum. Léon Blum sera blessé, il sera pas mort, mais il a d'autres actes de courage comme ça à son compte. Pourquoi j'insiste sur ces deux personnes ? Parce qu'on les retrouvera un peu plus tard au placé, et vous verrez comment. Donc allez, je passe un petit peu, la guerre est là, Hitler envahit la France, le gouvernement Pétain se met en place, tous ces gens, il y a plein de militaires de haut gradé, tous ces gens sont des pétainistes. Il faut pas oublier que Pétain, c'est le héros de la Première Guerre mondiale. Les militaires ont une adoration de Pétain. Il n'y a aucun résistant là-dedans. Alors, quelques-uns, à partir de 40, se disent quand même que Pétain, il est peut-être en train de pactiser avec le diable. En tout cas, c'est pas trop Hitler qui les gêne. Hein. C'est le fait que le drapeau français, bleu, blanc, rouge, ça veut dire quelque chose pour eux. La nation, ça veut dire quelque chose pour eux. Et donc, ils commencent à émettre quelques doutes vis-à-vis de Pétain. Et peu à peu, les années suivantes, 41, 42, 43, certains se détachent du gouvernement de Vichy. Après avoir pris bonne part, hein, ils se disent que peut-être que Vichy, c'est pas le top non plus. On peut être nationaliste, fasciste, mais on n'est pas obligé d'être hitlérien. Voilà à peu près. On peut être anticommuniste, antisémite, antimaçonnique, on peut être fasciste, mais on n'est pas obligé d'être hitlérien. C'est un petit peu le raisonnement que font certains dans la NSR. Et tous les groupes, l'action française existe toujours. Hein. J'oublie les noms, la Croix de Feu, je crois. Hein. Enfin, il y a plein de noms comme ça. Les Camelots du Roi. Les Camelots du Roi, c'est eux qui ont lancé le fameux coup d'État raté de février 34. Camelots du Roi, c'était quoi ? C'était les distributeurs de journaux. Hein. Mais la presse étant entre les mains des 200 familles, vous voyez pour qui ils roulaient ces gens-là. Ce sont des gens de l'Est de la France, du Nord-Est de la France. Bon, mais ils étaient quand même assez puissants, ils formaient ils étaient très très représentatifs. Tous ces gens-là, après Vichy, alors il y en a certains, je vous dis, qui se détachent un petit peu du régime de Vichy, mais il y en a d'autres, dont le fameux Deloncle d'ailleurs, hein, qui crée un groupe qui s'appelle LVF. En gros, c'est un petit régiment qui se met sous les ordres d'Hitler. Vous vous rendez compte ? On va les combattre les bolcheviks. Ils font ça en 43 ou en 44. Ah ouais, ça bouffe à tous les râteliers. Mais tout ce petit groupe est uni, hein, les antipétainistes c'est pas vraiment les antipétainistes, hein, je vais insister là-dessus. Ce sont des gens qui pensent que Pétain risque de vendre la France à l'Allemagne, et c'est pour ça qu'ils s'en détachent un petit peu. Et puis les autres vont combattre auprès des Allemands, auprès de la Wehrmacht, contre les bolcheviks russes. Bon voilà, voilà ce joli petit monde là, financé, je vous le dis, j'insiste lourdement, par un grand industriel français qui est, allez, je vais lâcher au fur et à mesure des petites informations, qui est propriétaire de la société DOC, qui est propriétaire de la société Montsavon. Et je vous donnerai le nom principal un peu plus tard. Ces gens-là, quand ils sentent le vent tourner en 44, ils deviennent tous résistants. Alors ça, c'est incroyable. Ce sont des résistants, de fervents résistants. Hein. Ils vont au combat, vraiment. Au nom de quoi ? Finalement, l'idéologie, elle est complètement faussée. Peut-être au nom de la France. Allez, on va les targuer de ce nationalisme très présent en eux. Mais en réalité, c'est au nom des places à prendre pour éviter la prison, parce qu'il va y avoir la vague de dénonciation. Beaucoup d'entre eux seront dénoncés, seront emprisonnés d'ailleurs. Mais quelques-uns s'échapperont. Et s'échapperont grâce à qui ? Ce monsieur Schuller, qui a un gendre, je vous dirai son nom tout à l'heure, qui s'est marié avec sa fille unique. Ce monsieur Schuller se débrouillera, alors que lui n'a jamais fait acte de résistance. Il n'y a aucune preuve de ça. Hein. Eh bien, il obtiendra X médailles de résistants. Il obtiendra tout ça grâce à des appuis politiques, dont un certain François Mitterrand. Et donc ce monsieur s'en sort, il s'en sort propre. Hein. Il s'en sort propre de tout ça, alors qu'il a financé tous les réseaux fascistes français. Eh bien, il est devenu résistant. Quel magnifique homme. Ce monsieur avait pour gendre, donc une fille unique qui s'appelait Liliane, et son gendre s'appelait Bettencourt. Donc vous avez compris que la fameuse société, c'est L'Oréal. L'Oréal qui a financé, dans les années 30, jusqu'au milieu des années 40, le fascisme en France. C'est historique, c'est pas une invention, c'est une vérité. Pas simplement L'Oréal, mais le fameux Schuller a tout fait pour réunir avec lui quelques grands patrons des fameuses 200 familles pour financer tout ça. Mais ça a été le contributeur principal. Hein. N'oublions pas ça. C'était un des hommes les plus riches de France, si ce n'est le plus riche de France. Sa fille sera, lorsqu'elle sera
propriétaire de L'Oréal, on le sait, hein, sera la femme la plus riche de France. Et donc, je vous ai parlé d'un certain Deloncle, d'un certain Filleul. Ces gens-là, après avoir fait pique-pendre comme saloperie, hein, d'un point de vue prolétarien, de mon point de vue, ces gens-là, c'est la vermine. Hein. Je sais que d'autres, pour d'autres, ce sont des héros. Et ces gens-là seront nommés, puisque L'Oréal est international, seront nommés directeurs L'Oréal aux États-Unis, directeur L'Oréal en Espagne. Voilà. Et tout ça, c'est jusque dans les années 75-80. Hein. C'est pas si vieux que ça. Bon, voilà, je voulais parler de la cagoule. Alors attention, quand on emploie la cagoule, il y a aussi cet aspect-là. Si ce que j'ai dit ne t'a pas plu, tu cliques sur taisez-le. Sinon, à la prochaine, on parlera peut-être de l'affaire Saminski, mais peut-être pas dans le prochain contenu, dans un des prochains contenus. Voilà, parce que je le vaux bien. Salut les amis.